Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue à cette édition du journal dont voici le titre. La Senco n'a pas gardé sa langue en poche. Donatien Cholet rejette toutes les accusations de Jean-Pierre Bemba. Lors de son passage dans un média de la place, l'abbé Cholet s'étonne du silence des autorités, malgré la gravité de propos tenus par ses membres du gouvernement. Inauguration de la nouvelle aérogare modulaire de Kolwezi, la caserne de pompiers ainsi que l'échangeur routier de Kolwezi par le chef de l'État qui séjourne dans cette partie du pays pour présider la conférence des gouverneurs. Les progrès éclairent, mais il reste du travail. C'est sous ces thèmes qu'est célébrée la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Cette journée vise à rappeler que malgré certaines avancées, des millions d'enfants à travers le monde continuent d'être exploités, privés de leur droit à l'enfance et à l'éducation. Nouvelle session d'information sur Digital Congo Télévision. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Tout de suite, nous prenons cette actualité en illustration. L'instruction pré-juridictionnelle dans cette affaire où vous êtes poursuivi pour détournement de deniers publics est clôturée en ce qui vous concerne, rétorque le directeur de cabinet du procureur général près la Cour de cassation. L'avocat général de la République, Simon Nyandou Chabundu, exhorte donc le ministre de la Justice, Constant Moutamba, à garder sa sérénité pour la suite de la procédure. Et en attendant, de l'autre côté du cabinet de Firmin Vendée assure qu'en bon légaliste, il ne s'est tenu qu'au prescrit légal et ce, en dehors de toute autre considération. Et de l'autre côté, quelques jours après sa sortie médiatique, le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo à la radio Top Congo FM, accusant la conférence épiscopale nationale du Congo d'être de mèche avec certains leaders de l'opposition pour balkaniser la RDC. La Senco, par l'intermédiaire de son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet, rejette toutes les accusations de Jean-Pierre Bemba et s'étonne même du silence des autorités malgré la gravité des propos tenus par ce membre du gouvernement. La Senco réaffirme son engagement à promouvoir et à défendre la paix à travers notre pays, la RDC. Suivez son secrétaire général, Donatien Cholet. La Senco a suivi avec grande consternation mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la Senco. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la Senco et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire
à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Rendons-nous actuellement au Lualaba, Kolwezi, où se tient la conférence de gouverneurs qui se poursuit donc pour relever le défi de faire du secteur de la santé un facteur de la cohésion sociale et de développement durable dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le sujet sont également abordés, notamment la vaccination, la nutrition, la planification familiale ainsi que l'innovation dans le financement du système de santé en capitalisant sur l'expérience de la médecine communautaire. Et selon la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, qui promeut dans son leadership une collaboration renforcée avec les exécutifs provinciaux pour y parvenir. Et toujours à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où se tient cette 12e conférence de gouverneurs, la communication, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, a animé un briefing presse à l'aérogare de Kolwezi. Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, était à ses côtés pour des explications notées, notamment sur le sens des infrastructures inaugurées par le chef de l'État. Autre intervenant, le vice-premier ministre de l'Intérieur et le ministre de Mines, John Nzati et Santiche et Monissi. Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, au centre de l'actualité en République démocratique du Congo. La 12e conférence des gouverneurs se tient dans le chef-lieu de la province du Lualaba. Et c'est ici que le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, anime ses briefings de presse. À ses côtés, la gouverneure Fifi Masuka Saini. D'emblée, le porte-parole du gouvernement fustige les actes criminels posés par les occupants dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Particulièrement décrié l'image d'une exécution en pleine cité. Nous disons que ceux qui occupent les parties est de la République démocratique du Congo gouvernent par crime. C'était une des preuves à nouveau que nous voulons condamner de la manière la plus ferme et la plus énergique. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à administrer ces parties du territoire que vous devez commencer impunément à tuer de cette manière. Ceci est totalement inacceptable. Parmi les intervenants, Fifi Masuka Saini a expliqué le sens des infrastructures inaugurées par le chef de l'État. Le grand projet, c'était le projet du village de congrès. C'est 1500 places assises. Mais vous nous parliez tout à l'heure du bâtiment de la CENI. Pourquoi avoir choisi de soutenir la Commission électorale nationale indépendante? C'est un message à ceux qui sont en train de tuer, un message à ceux qui sont en train de faire du mal à leurs propres frères, un message à ceux qui veulent diriger la RDC. La seule voie, la voie de la paix, c'est les élections. Qui parle de Kolwezi et le Lualaba, parle des mines. Le ministre de tutelle intervient également. Aujourd'hui, ce que veut le chef de l'État dans sa vision, c'est que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo puissent être justement un levier stratégique de développement durable au bénéfice de nos populations. Et au Lualaba, ici, sous le leadership de Madame la gouverneure, vous avez l'exemple même où les ressources et les revenus générés par le secteur minier peuvent être utilisés justement pour le développement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, était également parmi les intervenants à ce briefing de presse organisé à l'aérogare de Kolwezi.
Puisqu'on est au Lualaba, on y reste. Sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré la nouvelle aérogare modulaire de Kolwezi, la caserne des pompiers, ainsi que l'échangeur routier de Kolwezi. C'est lors d'une cérémonie organisée le mercredi 11 juin à l'aéroport de Kolwezi en présence de plusieurs personnalités du pays, notamment la première ministre Judith Suminwa, la chef du gouvernement et les membres de son gouvernement, y compris la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka-Saini, suivait. L'aérogare modulaire de Kolwezi est enfin opérationnelle. La cérémonie inaugurale de ce joyeux et architectural du Lualaba a eu lieu le mercredi 11 juin 2025. C'est le président de la République qui a coupé les rubans symboliques en présence de la première ministre ainsi que des différentes personnalités nationales dont provinciales. Une première en RDC de voir une aérogare modulaire de standards internationaux dotée d'une passerelle d'embarquement pour passagers. Une fierté pour la gouverneure Masuka-Saini qui a salué l'engagement ferme du président Tshisekedi à moderniser les infrastructures aéroportuaires du pays. Une seule personne, touchée par la main de Dieu, avait cru en moi, en me prodiguant de conseils, en me disant de travailler sans écouter les critiques. J'ai cité le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, les œuvres me justifient. Les nouvel aéroport international de Kolwezi dispose d'une caserne anti-incendie. Les directeurs généraux des entreprises ayant réalisé les travaux ont remercié le chef de l'État et la gouverneure du Lualaba pour leur confiance envers le jeune entrepreneur locaux qui concrétise avec succès ses projets. Le directeur général de la RVA a quant à lui réaffirmé la volonté du président de la République de développer les réseaux aériens. L'ouverture de cette aérogare modulaire devrait davantage booster l'économie de la province. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, a d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État avant de saluer la gestion et le leadership de la gouverneure Masuka qui se traduisent par la concrétisation de ses projets. Après les allocutions, la cérémonie s'est poursuivie avec la coupure symbolique du ruban par les présidents de la République. Tout d'abord, c'est l'aérogare modulaire de Kolwezi qui a été inaugurée, suivi de la caserne anti-incendie, puis de l'échangeur routier de Kolwezi, récemment livré aux usagers. Le président de la République s'est montré satisfait de la qualité de ces ouvrages qui changent totalement l'image du Lualaba. Et puis en marge de sa participation à cette 12e conférence de gouverneurs qui se tient à Kolwezi dans le Lualaba, Alexis Guissaro, ministre de ZTP, a été visiter le travaux de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Ngouba-Louboudi, long de 145 km. Le projet a été, où le ministre a été conduit par le DG de la CGT, son maître d'ouvrage délégué sur ce projet, a salué les avancées signifiées. Suivez ce reportage. 2 heures de temps pour parcourir les 145 km du tronçon de la route nationale numéro 1 allant de Ngouba à Louboudi, chose inimaginable il y a encore peu. Voilà ce que les travaux y réalisés par Cisco SA et ses sous-traitants sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux permet déjà depuis le mois de mai dernier. Le ministre d'État, ministre des Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, s'en est rendu compte ce mardi 10 juin aux côtés du partenaire chinois Cisco lors de sa visite du projet en compagnie des services de sa tutelle dont le BTC qui fait la mission de contrôle et la CGT, son maître d'ouvrage délégué. Les 26 premiers kilomètres allant du PK0 au village Mwendamukose se transforment peu à peu grâce à l'entreprise Sino-Hydro. La terre disparaît et fait place à un revêtement en enduit monocouche qui sera recouvert sous peu d'une couche de roulement en béton bitumineux. Plusieurs ouvrages de franchissement, comme des passages sous route, sont construits de manière définitive, à l'image ici du pont d'Ipeta, où le ministre a marqué le premier arrêt de la visite du jour, recevant les explications de la chef de la mission de surveillance de la CGT, l'ingénieur Betty Kayembe. Dans les traversées des grandes agglomérations, systématiquement, des caniveaux en moellon sont construits pour un drainage harmonieux des eaux.
Ayant ainsi roulé aisément jusqu'à atteindre le territoire de Lubudi, Alexis Guissaro, qui avait lui-même lancé ses travaux au mois de juin 2024, salue ici ses avancées, félicitant au passage l'Agence congolaise des grands travaux, le BTC ainsi que CISC pour cet engagement à donner corps à la promesse du chef de l'État de doter le pays de cette importante route pour son développement. Nous sommes heureux d'être ici dans le territoire de Lubudi, pour constater effectivement que l'état d'avancement est satisfaisant. Ce projet est un projet capital pour nous parce que à l'achèvement de ce projet, nous allons connecter toute la route nationale numéro 1. À l'approche de la cité de Lubudi, c'est Greg 7 qui travaille. Ici aussi, après l'ouverture et le dégagement des emprises, un rechargement de la couche de fondation a été faite avant celle de base en concassé. Sur cette dernière est posée une monocouche. À la fin de l'année 2027, l'ensemble de 870 km allant de Ngouba à Mbujimaï seront bien réceptionnés par le gouvernement de la République au vu de ce rythme d'avancement des travaux. Puis de l'autre côté, ouverture ce jeudi 12 juin 2025 à Changshan dans la province de Wuhan en Chine de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine, le pavillon de la République démocratique du Congo avec 47 pays produits propriétaires exposés par les exportateurs attire de milliers de pèlerins mais aussi les opportunités qu'offrent des pays dans différents secteurs. En visitant ce pavillon juste après cette exposition entre la Chine et les pays africains, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et celui de l'Agriculture, mais aussi ministre du Commerce extérieur, ont encouragé les exportateurs congolais qui font la promotion de produits du pays Made in Congo au cours de ce grand rendez-vous d'affaires. Reportage signé Obed Kambale. À l'ouverture ce jeudi 12 juin 2025 à Changsha, chef-lieu de la province de Hunan, en Chine, de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine, les 47 produits congolais exposés par les exportateurs et entrepreneurs dans les pavillons de la République démocratique du Congo, dont les cafés, le cacao, le chocolat, les piments, le sésame, le soja, le manioc, l'huile de palme et quelques produits miniers attirent des milliers de pèlerins dans cette province natale de Mao Zedong. Kaikwamba Wagner, Grégoire Mouchaï Mutomba et Julien Paluku Kaungia respectivement, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et ministre du Commerce extérieur, ont visité ces pavillons congolais où ils ont échangé et encouragé les exportateurs et entrepreneurs qui font la promotion de produits Made in Congo à cette exposition économique et commerciale entre la Chine et les pays africains. À cette occasion, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, a appelé les opérateurs économiques de saisir le marché chinois avec plus de 1,41 milliard de consommateurs car le gouvernement congolais a décroché l'exportation de produits congolais vers la Chine et ce, sans paiement des droits de douane. Les Chinois ont commencé à changer les habitudes alimentaires. C'est ce qui fait que nos opérateurs économiques sont désormais scotchés sur ces produits. Et la demande est trop forte. Nous avons remobilisé davantage notre agence nationale de promotion des exportations pour qu'elle puisse encadrer tous les producteurs locaux en collaboration avec les ministères sectoriels, les exigences du gouvernement chinois. J'annonce également que le gouvernement chinois accepte que les produits d'origine congolaise entrent sur le marché chinois sans paiement des frais de douane. Juste après, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et celui du Commerce extérieur ont été reçus par les autorités de la province chinoise de Guangxi, voisine à Hunan, sur place, et ses membres du gouvernement julitsuminois, dépêchés par le président de la République, Félix Tshisekedi, ont décroché une série de partenariats dans les domaines du commerce extérieur, de l'agriculture, de la santé et de la formation professionnelle. Dans le secteur de l'agriculture, nous voulons à ce que les producteurs puissent commencer à vendre ici en Chine. Nous sommes là et nous pensons que nous pouvons bien aider la population congolaise à gagner les marchés. Signalons que la délégation gouvernementale de la RDC aura des B2B au cours de cette exposition.
Et de retour au pays, s'est ouvert le lundi à l'espace américain ISP Kisangani la session de formation sur la gouvernance démocratique en République démocratique du Congo. Il est donc question pour cette structure, l'action pour la justice, le développement et les droits humains, de rappeler aux conseillers communaux sur leur rôle à jouer pour la gestion de leurs entités. Ce reportage est signé Séraphin Toumilali. 40 conseillers communaux et leaders locaux de la ville de Kisangani participent à partir de ce jeudi à une formation axée sur la gouvernance démocratique en République démocratique du Congo. Cette formation organisée par l'Action pour la justice, le développement et les droits humains AJDDH vise notamment à renforcer les compétences des participants en matière de la gouvernance démocratique, tel qu'indique Jedi Diamabela, directeur exécutif de l'AJDDH. En organisant cette formation, nous visons 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est renforcer les capacités ou les compétences des conseillers communaux sur plusieurs thématiques, notamment l'organisation administrative et territoriale de l'État, les principes de la gouvernance démocratique, mais aussi sur des thématiques liées au leadership transformationnel. Le deuxième objectif pour nous, c'est aussi de renforcer la collaboration entre les conseillers communaux et les leaders locaux. Ils doivent travailler ensemble, ils doivent collaborer pour améliorer leur contribution à la gestion de communes. Et le troisième, c'est évidemment de partager aux conseillers communaux et aux leaders de la société civile les meilleures pratiques de gouvernance afin de s'en inspirer dans l'exercice de leur fonction. Durant 3 jours, les participants auront à suivre plusieurs thématiques et entrer à la gestion administrative des entités territoriales décentralisées pour répondre aux attentes de la population, comme précise le professeur Alphonse Maindo, formateur. Alors, nous espérons que cette formation va permettre aux conseillers communaux, mais aussi aux acteurs de la société civile, de prendre conscience de leurs responsabilités en tant que organes qui permettent donc d'assurer le contre-pouvoir. Et donc, c'est les devoirs de redevabilité. Cette formation qui débute à Kisangani sera organisée prochainement à Bunia et à Kinshasa avec l'appui financier des NED. Après la série de formations, une cellule d'appui aux actions des conseillers communaux sera mise en place pour leur aider à bien exécuter leurs attributions dans la gestion de leur commune. Et de retour à Kinshasa, il s'est tenu ce jeudi 12 juin 2025 au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, la première conférence nationale sur la révalorisation des savoirs et pratiques traditionnelles de peuples autochtones, des dirigeants communautaires, de chercheurs, de jeunes autochtones, de décideurs ainsi que des partenaires nationaux et internationaux ont pris part à ces assises qui ont été couvertes par Cathy Ibandoula et Josué Mazour. L'Organisation des femmes autochtones africaines, en collaboration avec le groupe Academia RDC, soutenu par Wanka Fund, ont organisé cette conférence nationale de génération, préservation et transmission des savoirs indigènes en République démocratique du Congo. Cette activité a tourné autour du thème « Révalorisation des savoirs et pratiques traditionnelles autochtones, levier de résilience face au changement climatique ». Le savoir des peuples autochtones, qui est un savoir qui date des siècles et des siècles, contribue à l'amélioration de l'environnement. Les peuples autochtones ont été les gardiens de l'environnement parce que c'est des gens qui vivent en milieu d'un environnement ou de forêt ou de la savane. Et ils ont su garder ces environnements très en équilibre pendant des siècles. S'il y a des terrorisations, il faut savoir qu'il y a bien d'autres pratiques qui n'ont pas au moins qui n'ont pas eu à mettre à valeur la vraie conservation. Mais on a cru qu'avec la conservation communautaire par les autochtones, c'est vraiment plus efficace. C'est afin d'encourager la génération et la transmission intergénération des savoirs indigènes, promouvoir les pratiques locales durables et échanger d'expériences et des bonnes pratiques entre communautés que s'est tenue cette assise.
Et puis à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux ont poursuivi ce mercredi l'examen de la question d'actualité adressée au ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, Alain Tshilungu, par le député provincial Guilain Poungu, relative aux démolitions de constructions anarchiques dans plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa. Trésor Ngoudia et Ruth Bankumuna pour le reportage. La séance plénière de ce mercredi 11 juin avait pour but l'audition de réponse du ministre des Infrastructures et Travaux publics aux différentes questions des élus provinciaux sur les procédures suivies dans le cadre des opérations menées récemment par les autorités urbaines. Devant les élus provinciaux, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a répondu tour à tour aux différentes questions, notamment sur le début des démolitions et également sur la cause primordiale de cette décision. Concernant la baie d'Engaliema, pour ceux qui le savent, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé avec l'opération de démolition. Cette opération a été lancée par mon collègue ministre de l'Environnement, Embellissement et Propriété publique de la ville de Kinshasa. Mais il était d'abord question de mettre en place une commission mixte. Cette commission mixte est une décision du gouvernement central de pouvoir définir les délimitations pour la baie de Ngaliema. Ainsi, il fallait vulgariser. Et ce travail a été fait. C'est comme ça que maintenant nous avons lancé les démolitions au niveau de la baie de Ngaliema. Au sujet des indemnisations, le ministre a souligné que les constructions ciblées étant toutes irrégulières, aucune d'entre elles n'ouvre droit à une compensation. Il convient de rappeler que cette question d'actualité est initiée par le député provincial Guilain Poungu Malamba de la circonscription électorale d'Engaliema, qui a ainsi mis en lumière les enjeux cruciaux pour la province. Vous l'avez sûrement suivi au sommaire, le 12 juin marque la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée cette année sous le thème « Le progrès est clair, mais il reste encore du travail ». Cette journée vise donc à rappeler que malgré certaines avancées, 2 millions d'enfants à travers le monde, y compris en République démocratique du Congo, continuent d'être exploités, privés du droit à l'enfance et à l'éducation. Fanny Kamweni, militante engagée, mène un combat quotidien pour défendre les droits de l'enfant et éradiquer le travail précoce. Suivez ce reportage signé Anita Mwadi. Assez d'enfants volés. C'est 12 juin 2025, la journée mondiale contre le travail des enfants sonne comme un cri d'alarme. Malgré les progrès, 2 millions d'enfants dans le monde, y compris en RDC, continuent à subir l'exploitation. Le thème de cette année, les progrès est clair, mais il reste du travail. Accélérons les efforts. Ce thème souligne les avancées réalisées dans la lutte contre les travail forcés des enfants, tout en mettant en lumière la nécessité d'intensifier les actions pour atteindre l'objectif qui vise à éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes, afin d'éradiquer ces fléaux. À Kinshasa, une voix s'élève. Celle de Fanny Kamweni résonne avec force. Militante infatigable, elle œuvre depuis des années pour sensibiliser aux dangers de travail des enfants et promouvoir leur droit à une éducation de qualité. C'est dans cette optique que l'évangile actif auprès de personnes vulnérables, une structure qu'elle dirige, est venue au chevet d'un enfant exploité par un sujet indien. José Kessé, cadre de la PNC, partenaire des VAPEV, explique. Vraiment, ça nous a fait du mal. Ces enfants sont transformés en esclaves dans leur propre pays. Alors on n'a pas aimé, parce qu'il y a même la loi qui prévoit dans ces articles 58 qui prévoit l'exploitation économique des mineurs et les punit sous forme de pire forme de travail des enfants dans l'article 187 alinéa 1. Donc il y a une infraction derrière les auteurs. Ils étaient interpellés, arrêtés même par nous et le procès verbal est en cours. Donc l'instruction est en cours. Chaque enfant mérite une enfance libre et épanouissante, loin de chaînes du travail précoce. L'urgence d'agir collectivement pour offrir à chaque enfant la chance de grandir dans la dignité et la sécurité.
Et pour finir, à l'heure à l'international, vous l'avez sûrement suivi dans nos précédentes éditions, nous en avons parlé. Un avion a connu un crash ce jeudi 12 juin 2025 en Inde. Le vol Air India 171 transportant 242 passagers et membres d'équipage s'est écrasé à proximité de l'aéroport d'Ahmedabad, métropole du nord-ouest de l'Inde. Le détail avec Trésor Ngoudia. 242 personnes perdent la vie dans un crash ce jeudi 12 juin 2025 en Inde. Les vols Air India 171 transportaient 242 passagers et membres d'équipage à bord s'est écrasé à proximité de l'aéroport d'Ahmedabad, métropole du nord-ouest de l'Inde, ont annoncé de responsables de la compagnie aérienne de la police. Parmi les personnes à bord figuraient 161 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et 1 Canadien, affirme la compagnie aérienne indienne. Cet appareil Boeing 787-8 de Dreamliner a décollé à 13h39 et s'est écrasé juste après son envol hors du périmètre de l'aéroport après avoir émis un appel d'urgence, a précisé la direction dans une déclaration. Le ministre indien de l'aviation s'est dit choqué et accablé, affirmant ainsi que ses pensées et prières vont à toutes ces personnes et à leurs familles. Les secours sont mobilisés et tous les efforts sont faits pour que les équipes médicales soient envoyées rapidement sur le site, a-t-il indiqué dans un communiqué. Alors que les poursuites les recherches se poursuivent, il faut signaler que dans la soirée, une personne a été retrouvée, un survivant donc a été repêché par les secours. C'est cette information qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles. Au revoir. Bienvenue à tous dans cette revue de presse. Les journaux ne semblent pas avoir vidé tout leur sac dans le dossier relatif à la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba sur les antennes de Top Congo FM. Il y a par exemple le Nouvel Observateur qui titre en sa une « Jean-Pierre Bemba, partisan de la balkanisation de la RDC ». Après avoir expliqué largement le bien fondé du pacte social proposé par le duo Senko-SCC appuyé par le président de la République Félix Tshisekedi et même son opposant Martin Fayulu en vue de la cohésion nationale et faire bloc contre la balkanisation, ce journal s'étonne que contre toute attente et au lieu de regarder dans la même direction que son chef qui l'a fait sortir du gouffre, Jean-Pierre Bemba opte pour un discours séparatiste qui va à l'encontre de la volonté de la majorité des Congolais. Cependant, fait observer le tabloïd, Jean-Pierre Bemba doit savoir que son bilan à la tête du ministère de la Défense a été catastrophique. Il n'a permis au pays de récupérer ne fût-ce qu'aucune localité des mains de hors-la-loi qui est la coalition AFC M23. On change de chapitre avec Info 27 qui titre « Accord RDC-Rwanda, l'administration Trump met la pression sur Kigali pour un retrait militaire. Sous pression internationale, Kigali s'accroche à une rhétorique sécuritaire de plus en plus contestée, tandis que Washington entend faire du retrait de troupes rwandaises de l'Est congolais la condition sine qua non d'un accord de paix. Selon un projet diplomatique américain obtenu par Reuters et authentifié par plusieurs sources onusiennes, notamment au sein du département des opérations de paix, la présence militaire du Rwanda en RDC constitue désormais un obstacle majeur à la stabilité régionale. Ce point de vue est partagé par le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, dont les rapports accablants accusent Kigali de soutien actif aux rebelles du M23. Dans ce contexte, l'initiative portée par l'administration Trump, avec l'appui secret de l'Union européenne et des États du Golfe, vise à imposer un désengagement militaire assorti de mécanismes internationaux de vérification. On va se quitter avec l'agence congolaise de presse qui mentionne dans sa page 3 Lualaba,
la règle des 20 jours en brousse et 10 au bureau, rappelée par la première ministre Judith Suminwa lors des travaux en panel de la conférence de gouverneurs, selon un communiqué de la primature. Nous devons adopter, comme il a été dit lors de la 11e session de la conférence de gouverneurs Académie, des majeures innovations telles que la règle des 20 jours en brousse et 10 jours au bureau, ainsi que la mise en place des mécanismes de redevabilité. Ces initiatives représentent une opportunité concrète de transformer notre approche de la gouvernance provinciale, a déclaré la première ministre congolaise à l'intention des gouverneurs de province. La chef du gouvernement a annoncé que c'est dans ce but que son gouvernement a déployé des efforts importants pour doter les différents territoires du pays en matériel roulant afin de faciliter le déplacement de la police nationale congolaise et les administrateurs territoriaux sur le terrain. Fin de cette revue de presse, Madame, Messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis.